Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Christiane pour sa présentation et ses mots très gentils qui m'émotionnent beaucoup, dans le sens que c'est pour moi la première fois que j'ai les privilèges de m'adresser à une auditoire si important d'interprètes professionnels et traducteurs, et de le faire aussi sur un thème qui est comme a dit Christian, de grande actualité, récemment établi, c'est-à-dire qu'il a ouvert ses portes les 1er juin de cette année et qui est en train avancer, de faire les premiers pas dans ce monde très compliqué qui est celui des enquêtes pénales au niveau européen dans la lutte contre les fraudes au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne. Donc, cet après-midi, malgré le fait que c'est un après-midi de samedi, après un Black Friday, je vous parlerai de droit, ce qui n'est pas nécessairement une chose qui enchante. Je chercherai de le faire d'une façon agréable. Et de ce point de vue-là, je voudrais déjà m'excuser puisque moi aussi, j'ai depuis quelques jours une toux fastidieuse et sèche qui surviennent de temps à autre. Donc, vous veuillez m'excuser si cela pourra déranger mon exposé. Comme l'a annoncé aussi Christian, je profite aussi pour dire bonjour à ma femme qui est de l'autre côté de l'océan et qui est présente à cette réunion dans sa capacité d'interprète depuis longtemps, il y a longtemps, à la Cour de justice. Tout juste pour vous préciser, puisque Georges a eu l'amabilité de me dire bonjour en disant que j'allais parler au nom ou on behalf of EPO. The EPO is the acronym of European Public Prosecutor Office, ce qui en français est les parquets européens. Mais désormais, dans un monde comme celui des enquêtes pénales et du monde pénal européen très anglophone et anglophile, ce parquet européen est mieux connu ou mieux utilisé sous la formule EPPO. Eh bien, je ne prends pas la parole aujourd'hui au nom de EPPO, plutôt au contraire, je serai, vous allez le voir, assez critique à ce qui a été l'actuelle, ce qui est l'actuelle structure de EPPO. J'aime bien, par contre, l'idée du procureur et du parquet européen, mais j'étais fortement attaché à l'idée originaire de cet organe. Et on verra bien dans cet exposé un peu l'évolution de cette parquet européen. Donc, bien, je commencerai justement par quelques références historiques pour examiner par la suite les soi-disant bases juridiques sur lesquelles est fondée l'existence de EPPO. Dans ce cadre, justement, j'ai
chercherai de vous présenter les lignes qui ont porté de la structure ou de l'idée originaire à celle actuelle. Et enfin, je toucherai des questions plutôt plus exactement linguistiques au sein de cette structure qui, comme je viens de dire, a commencé son travail il y a quelques mois et qui est, à l'heure actuelle, d'après mes connaissances, encore en train de s'organiser et de mesurer l'impact du multilinguisme ou des exigences linguistiques dans les déroulements des enquêtes pénales. Bien. Alors, ceci étant un peu les programmes, historique, base juridique, mode de fonctionnement, structure et aspect linguistique. Alors, je commencerai par vous donner un peu l'histoire. Hier, c'était un Black Friday. Aujourd'hui, je pourrais appeler l'histoire de cet chevalier blanc qui n'a peur, qui ne devrait pas avoir peur de personne et qui devrait s'engager dans la lutte contre les fraudes au détriment des intérêts financiers. Eh bien, tout cela a commencé historiquement vers la fin des années 90 avec l'idée au sein de la commission d'une unité pour la lutte contre les fraudes. Puis, il y a eu une directive, un projet de directive plutôt pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Mais la véritable idée d'une parquet européenne, c'est-à-dire d'un organe judiciaire européen d'enquête, fait jour ou voit ses jours dans la déclaration de Laeken en 2004. C'est immédiatement après les traités de Nice que la France, sous présidence française, avait voulu conclure à Nice, mais dans lesquels ces traités, il n'y avait pas tellement de vision. Les États membres, disons, ou les chefs d'État et de gouvernement n'avaient pas finalement trouvé un accord pour voir l'avenir de l'Union européenne. Entre-temps, l'élargissement, on est en 2004, l'élargissement est là, est aux portes. Et donc, les chefs d'État et de gouvernement à Nice s'engagent à se retrouver quelques mois après à Laeken, à cause du fait qu'il y avait la présidence belge. Les présidents à cette époque étaient M. Guy Verhofstadt, président du gouvernement belge, et il se retrouve à Laeken avec un projet qui avait été préparé par la présidence belge. Et parmi les différents aspects de ces déclarations très importantes, juste pour vous en donner la dimension, est à partir de cette déclaration que par la suite sera créée la Convention pour l'établissement du traité constitutionnel de l'Union européenne, convention qui sera présidée par M. Giscard d'Estaing. Eh bien, dans ces documents, il y a un passage fondamental qui dit il est indispensable pour l'image de l'Union européenne, pour la protection des contribuables, pour l'état des droits, pour les finances européennes, qu'il y ait une autorité européenne qui puisse lutter contre la criminalité organisée. Christian m'a dit que vous avez une idée, bien sûr, générale de l'Union européenne. Permettez-moi de vous dire, peut-être c'est utile, quelques éléments juste d'encadrement. À cette époque-là, donc en 2004, on avait déjà créé ce qu'on appelle les marchés uniques. Les marchés uniques,
essayez de voir, c'est comme un grand territoire de l'Union européenne, un peu comme ça pourrait être la France, dans lequel toute personne, toute marchandise, tout service, toute capitale peut circuler librement, de Paris à Marseille, de la Finlande au fond de la Sicile. Bien, à ce moment-là, l'Europe est en train de s'élargir énormément à Est. Les États des pays de l'Est viennent d'un passé qui est le leur. On sait que les niveaux de standards du droit pénal, de la police, etc., ne sont pas encore au niveau européen. Et donc, les chefs d'État et de gouvernement se disent, ah ben ce n'est pas, nous n'avons pas fait tout cela, c'est-à-dire les marchés uniques d'une part et l'espace de liberté, sécurité et justice de l'autre part, pour que ce soient les organisations criminelles qui en profitent le plus. Juste pour vous donner une dimension, à cette époque-là, les fraudes à la TVA, rien que à la TVA de l'Union européenne, dépassaient largement le 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, en 2020, la Commission européenne estime que les fraudes au détriment du budget et des finances européennes, c'est-à-dire de tous les contribuables de l'Union européenne, eh bien, s'élève à quelque chose comme 140 milliards d'euros. Donc, je reviens un moment à ma description. Je vous ai montré les marchés uniques, ce qu'on pourrait appeler l'espace commercial, où tout bouge librement. Et puis, il y a l'espace de liberté, sécurité et justice. L'espace de liberté, sécurité et justice est devenu la priorité dans l'Union européenne. Si on vous demande qu'est-ce que c'est l'Union européenne, aujourd'hui, il vous appartient de dire l'Union européenne est un espace de liberté, sécurité et justice dans lequel tout citoyen, toute personne circule librement, et je reprends la formule du traité, dans lesquelles est assurée la libre circulation de personnes en liaison avec des mesures appropriées de contrôle aux frontières extérieures. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons le problème du contrôle aux frontières extérieures, pas seulement au sud de la Méditerranée, mais aussi à l'est avec la frontière russe. Eh bien, avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, asile et immigration, voilà, on y est, mais ce n'est pas le point de notre discussion aujourd'hui, puisque la phrase se termine, l'espace de liberté, sécurité et justice, dans lequel est assurée aussi la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène. Voilà, ça c'est la première priorité de l'Union européenne. Créer un espace dans lequel chacun de nous peut circuler librement, mais avec une certaine sécurité de justice et de mouvement, et qui ne soit pas exposé à la criminalité et, aux événements qui sont créés par cette criminalité. Donc, pour vous faire un exemple, c'est comme si quelqu'un vole une voiture à Paris et puis il s'échappe. Eh bien, on le retrouve à Marseille et c'est tout sur les contrôles et sur les régimes des autorités de police et judiciaire françaises. Il peut aller même à Perpignan, c'est la même chose. Tôt ou tard, on va les repérer. Pourquoi? Parce qu'il a volé une voiture place Sully à Paris. Eh bien, ça devrait être, c'était l'idée en 2004, aussi pour ce qui concerne la criminalité organisée, dans tout l'espace de liberté, sécurité et justice.
pour vous donner encore une image de la difficulté énorme de cet exercice, c'est que, je vous ai dit, il y a un grand espace où il n'y a plus de frontières. Et d'ailleurs, vous interprètes, vous avez l'habitude de circuler dans l'Union européenne et vous avez remarqué que désormais, il y a seulement un panneau là où il y a le passage des frontières et il n'y a plus des édifices de contrôle de police ou de douane. Bien, ça, c'est ce qu'on appelait les frontières physiques. Mais les frontières invisibles, les frontières juridiques, elles existent encore aujourd'hui. Ce sont ces barrières qui font que, du moment que vous passez la frontière, vous entrez dans un ordre juridique différent. Et donc, pour rester dans les pénals, les procureurs nationaux de Milan, qui est en train de faire une enquête pour des fraudes fiscales entre Milan et la Bavière, et qui concerne aussi des entreprises de la Sicile, eh bien, lui, il peut, avec la collaboration interne, avoir accès à tous les dossiers, faire l'enquête vis-à-vis de la société qui est en Sicile, à plus de 1300 km de Milan. Mais l'autre petite entreprise qui est à Munich, à 300 km de Milan, lui, pour faire cela, il doit avoir l'autorisation et s'adresser aux autorités allemandes pour faire ce qu'on appelle une commission rogatoire et obtenir la coopération de cet autre parquet judiciaire pour essayer de se mettre, de s'aider mutuellement et de coopérer. Ça, c'est encore le monde international qui fait que entre la France et l'Angleterre, maintenant que l'Angleterre n'est plus là, il n'y a plus cet espace de liberté, il n'y a plus cet espace commercial, les marchés uniques. Et voilà qu'ils ils se sont représentés, ont été réétablis cette frontière invisible du droit, qui font que on est chacun pour soi et chacun jaloux de sa propre souveraineté. Voilà, on arrive aussi aux mots-clés en matière de droit pénal. Les mots-clés, les mots importants est souveraineté. Le droit pénal est la quintessence de la souveraineté. Pour chaque État membre, c'est l'expression de son pouvoir, plus ou moins comme le pouvoir fiscal d'imposer des impôts. Eh bien, rechercher les criminels, leur soumettre à un jugement impartial et les condamner, c'est l'expression de la souveraineté nationale. Donc, quand on a voulu créer, encore en 2004, cet organe européen, en quelque sorte, donc, qui devait être les procureurs n'importe dans quel État, il était question de dire, ah, mais alors, il y a une intrusion, une pénétration de la part de l'Union européenne dans les matières de droit pénal. Oui, on dit les chefs d'État et de gouvernement à Laeken. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? Finalement, nous avons face à nous un espace commercial commun, unique, nous avons un espace de liberté, sécurité et justice, et nous devons subir de la criminalité organisée qui, par contre, elle, s'avantage des frontières invisibles et juridiques. Non. Cette situation doit être contrôlée et arrêtée. Il y aura bien sûr une certaine coopération, ça c'est évident, comme dans toutes les choses entre l'Union européenne et les États membres, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, les fameux chevaliers blancs dont je vous parlais, qui puisse
Ça va, je continue? Je peux continuer? Oui, oui, oui. Ah. Vas-y, vas-y, il y a une intrusion. Bon, donc, comme les chevaliers blancs que je vous disais, qui descendent dans les lieux, pour vous mettre tout simplement dans la réalité, c'est un peu comme le Federal Bureau of Investigation in the USA, c'est le FBI qui est un bureau de police et d'enquête au niveau fédéral. Et voilà, quand il arrive en Californie où il y a les magistrats de San Francisco qui est en train de faire une enquête, arrive l'agent fédéral qui lui dit « Ah, cher collègue, malheureusement, c'est un crime au niveau fédéral, je dois m'en occuper. » Et l'autre lui dit « Ah, mais si, d'accord, messieurs. » Et il dépose sa plume et tout entre dans les mains de ce messier. Ce n'est pas exactement comme ça, mais l'idée de base était celle-là, c'est-à-dire un parquet européen intégré au niveau central avec des dimensions fédérales en quelque sorte. Ce qui n'était pas tellement nouveau, puisque c'est un peu le modèle de la Cour de justice. Hein. La Cour de justice des Unions européennes est une Cour de justice qui est au sommet de la pyramide de la structure juridictionnelle. Elle s'occupe certainement de l'application et de l'interprétation du droit de l'Union. Mais elle le fait pour tout le monde. Pas simplement pour telle ou telle affaire. Non, les arrêts de la Cour de justice, surtout les arrêts préjudiciels, sont contraignants pour les juges nationaux, comme pour erga omnes, pour tous les autres juges qui devront appliquer ces dispositions européennes. Donc, la Cour est une juridiction et le parquet est un organe judiciaire. Rien de nouveau. Dans tous les États membres, on a les parquets européens et ce qu'on appelle sa juridiction de tutelle, c'est-à-dire sa juridiction au sein de laquelle le parquet européen est actif. Bien, dans cette perspective, donc, les traités constitutionnels, les fameux traités sur la Constitution européenne de Giscard d'Estaing, présentent un dessin et une configuration de l'Europe qui est certainement au niveau du mot qui a été utilisé, le mot constitution. Les traités sur la Constitution est approuvé par tous les gouvernements des États membres lors d'une signature officielle au Campidoglio à Rome en 2006. Et puis, pardon, comme vous le savez, il y a le référendum français, néerlandais et ensuite irlandais, et les traités sur la Constitution est inévitablement abandonné. Et il sera remplacé par les traités de Lisbonne de 2009. Eh bien, dans le cadre du traité de Lisbonne, on fait cette opération que les juristes appellent la déconstitutionnalisation du traité sur la Constitution. C'est-à-dire, on enlève tout ce qui avait un niveau, disons, constitutionnel. Ah, je vous signale que cet traité avait été signé aussi par le Royaume-Uni. Hein. Mais bon, donc, on enlève les symboles, les signes, l'hymne, on garde pour ceux qui sont intéressés l'euro, mais pas tout le monde à l'euro. On enlève, on avait créé les ministres des Affaires étrangères. Allez, on revient en arrière avec les représentants. Eh bien, les seuls nouveaux organes qui restent exactement avec les mêmes dispositions qui étaient prévues dans les traités sur la Constitution,
est le parquet européen, qui n'est pas du tout modifié malgré le fait qu'on sait que le traité de Lisbonne est un peu revenir en arrière à une dimension que soit plus proportionnée entre le rôle de l'Union européenne et les États membres. Et la raison était assez simple. C'est que on pouvait avoir fait tous les débats politiques sur les plombiers polonais. On pouvait faire tous les débats sur la souveraineté des États membres, le rôle des États membres, des débats qui sont encore aujourd'hui d'actualité en Pologne et en Hongrie, mais pas seulement dans ces deux pays, aussi en partie en Italie, en Autriche, pour ne pas parler évidemment du Royaume-Uni. Eh bien, les défenseurs des intérêts financiers, mais pas seulement dans la perspective de ces intérêts, mais d'autres crimes à caractère transfrontière, eh bien, ces chevaliers blancs devaient rester exactement dans les traités de Lisbonne. En même temps, dans cette perspective, les traités de Lisbonne, évidemment, augmentent et renforcent ce qu'on appelle la coopération judiciaire en matière pénale. Jusqu'à ce moment-là, il y avait deux organes dont vous avez sans doute entendu parler, qui étaient Eurojust d'un côté et Europol de l'autre côté. On verra un peu plus tard. Entre-temps, la Commission avait créé aussi un office qui s'appelle OLAF, qui est une direction générale de la Commission pour la lutte antifraude, administrative, donc au sein des institutions. Et donc, ces organismes étaient déjà les premiers germes, si vous voulez, de l'idée de coopération judiciaire en matière pénale. Eurojust, je vous le cite, encore dans les traités de Lisbonne, qu'est-ce qu'il fait? L'article 85 dit « La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées d'enquête et de poursuites. » Voilà, c'est un office très intéressant qui se trouve à La Haye et dans lequel je vous ai fait l'exemple du procureur de Milan qui a une enquête avec une entreprise criminelle qui se trouve à Munich. Eh bien, il dit, finalement, je m'adresse à Eurojust. Là, il y a une série, au sein d'Eurojust, il y a des magistrats nationaux qui m'aident à mener mon enquête et ma poursuite criminelle sur des bases communes. Donc, c'est un organe intergouvernemental de coopération. Europol, c'est la même chose. Vous trouverez les deux mêmes verbes. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer. Eh bien, la mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer. L'une, les enquêtes, et l'autre, l'action des autorités policières. Il fallait faire ces fameux sauts en avant et faire en sorte que au niveau européen, il n'y ait plus seulement une coopération, c'est-à-dire des organes comme Eurojust et Europol qui ont pour mission d'appuyer et de renforcer, mais qu'il y ait un organe qui maîtrise la donne pénale ou criminelle au niveau européen. Et qu'il puisse le faire avec toute l'autonomie et toute l'indépendance qui doit être nécessaire dans l'exercice de cette action. Il ne doit pas trouver des obstacles dans son action.
Si on perd chaque année des centaines et des centaines, ou des dizaines à l'époque, de milliards d'euros, il faut qu'il n'y ait pas d'entrave. Puisque si on entre, si on doit vivre avec les entraves, alors les criminels sont les rois pour se cacher et se protéger derrière les entraves et les barrières juridiques. Bien. Lisbonne entre en vigueur en 2009. Ça prend beaucoup de temps parce que après Lisbonne, la philosophie, la Weltanschauung dont je vous ai parlé, des chefs d'État et des gouvernements qui étaient réunis à Laeken et ensuite dans la Convention sur la Constitution et ensuite à Lisbonne, a changé. Les souffles d'un certain souverainisme pénal commencent à souffler dans les vents de l'Europe. C'est surtout, et là je commence, j'espère qu'il n'y aura pas de personnes qui nous entendent, puisque bon, je suis connu de toute façon d'être une voix assez critique vis-à-vis de l'attitude de la Commission européenne et des gouvernements des États membres quant à la mise en place du parquet. J'y arriverai dans quelques minutes à vous dire qu'est-ce que c'est exactement le parquet. Eh bien, on commence à se dire, ah, mais à qui appartiennent la compétence en matière pénale? C'est à nous, États membres, puisque c'est la quintessence de la souveraineté, ou c'est à l'Union européenne? Et il y a des États membres, des gouvernements qui disent ben c'est un parti, nous l'avons transféré à l'Union européenne. Il y a déjà Eurojust, il y a déjà Europol, il y a l'espace de liberté, sécurité et justice. Il y a même la coopération judiciaire en matière pénale. Donc, ah oui, oui, répond une bonne partie des autres États membres. Mais ça, c'est une compétence indirecte que nous avons transférée. L'Union européenne ne fait que faire des directives ou des organes intergouvernementaux. Mais pour le reste, c'est toujours nous qui avons la maîtrise sur la matière pénale. Ce n'est pas quelque chose qu'on a passé à l'Union européenne. On n'a pas encore passé à l'Union européenne, que sais-je, le pouvoir de créer des impôts sur la fortune de nos citoyens. Non, ça c'est encore notre souveraineté. Et là, change la donne. Malgré le fait que déjà à partir de là, l'idée était de créer un organe judiciaire pénal au niveau européen, qui ne connaissent pas d'obstacles et des entraves, on revient, on fait la marche en arrière. Et on change de perspective, c'est-à-dire ce n'est plus un organe qui doit être, appelons-le comme ça en anglais, top-down, avec la coopération au niveau de base de tous les autres disons, autorités policières, administratives. Un peu l'exemple que je vous ai fait, les fonctionnaires du FBI qui arrivent à San Francisco, lui, il mène l'enquête, mais évidemment, sur place, a la possibilité d'utiliser tous les services judiciaires, policiers de l'État de la Californie, puisqu'il a son permis de conduire fédéral. Bien, ici, c'était la même chose. Eh bien, d'une vision top-down, on passe à une vision bottom-up. Tout doit être plus ou moins être organisé et rester dans la responsabilité des États, du droit pénal souverain, et en haut, il n'y a qu'une sorte de coordination au niveau européen. Ceci est un changement radical, mais que votre sous-signé et orateur d'aujourd'hui conteste, puisque finalement, les traités
Et la base juridique qui a été créée, qui a été établie dans les traités pour créer EPPO est basée et utilise des mots qui ne laissent pas de doute quant au fait que EPPO, ou le parquet européen, devait être un organe intégré au niveau européen, avec un pouvoir d'action direct dans tous les États membres, du moment qu'il y a des enquêtes de nature pénale au niveau européen. Bien. J'arrive donc alors finalement à la base juridique. La base juridique pour créer EPPO a été l'article, et encore aujourd'hui, l'article 86. L'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, est séparé en deux parties. Il y a la façon d'établir les règlements de création et puis il y a les compétences. Donc, en principe, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit volontiers, toutes les fois qu'on crée des organes judiciaires de nature pénale ou des tribunaux, il faut que cela soit établi par le biais d'une loi, puisque c'est le principe de la légalité. Les citoyens représentés par les parlementaires dans les parlements doivent approuver les lois au nom du peuple et comme ça, ils peuvent être acceptés d'être sanctionnés ou d'être taxés, etc. Bon, l'article 86 commence pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les conseils, statuant par des règlements conformément à une procédure législative, donc on est dans le cadre législatif, peut instituer un parquet européen à partir des Eurojust. À partir des Eurojust. Là, je me retrouve entre des experts linguistiques comme vous. Eh bien, je peux vous dire qu'on a, non, je ne sais pas, mais à la Commission, au Conseil, dans certaines instances nationales, on a passé des journées, des semaines pour comprendre ou pour savoir qu'est-ce qu'il fallait comprendre pour la formule créer, instituer un parquet européen à partir d'Eurojust. In English, it's from Eurojust. Hein? Et en italien, c'est la même chose, à partir. Bien. Donc, il y avait des professeurs qui disaient ce n'est que le prolongement, d'autres qui disaient ah non, mais Eurojust, c'est le passé, nous maintenant devons à partir, c'est-à-dire starting from, et on leave that, et on laisse cet organe pour en créer un qui est plus important, qui s'appelle justement parquet. Bon, c'était pour vous donner l'impression de l'atmosphère qui avait changé. Bien, l'article 86, il dit qu'il faut avoir un règlement qui est approuvé par les conseils, qui est adopté par les conseils. Pas par les conseils et les parlements, par les conseils. Le Parlement y est dedans par le biais d'une procédure législative spéciale qui donne au Parlement européen l'approbation. Le droit d'approbation. J'ai travaillé à l'époque au Parlement européen et l'approbation, selon le point de vue de la Commission et du Conseil, signifiait que le Parlement devait approuver les textes qui lui avaient été soumis. Une sorte de procédure take it or leave it. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Et selon eux, on n'avait pas la possibilité de l'amender. Malheureusement, ils sont tombés à cette époque-là sous une série de personnes parmi lesquelles les sous-signés et on a commencé par contre à faire des amendements et à renverser la logique. Le Conseil veut notre approbation. Alors, pour avoir notre approbation, il faut quand même accepter certaines modifications. Autrement, c'est niet. Bien, on a commencé des négociations dans ce point de vue-là. Mais puisque l'ère avait changé, comme je vous ai dit, il y avait
un vent de souveraineté qui soufflait, notamment en France, qui a changé totalement. Initialement, avant Lisbonne, était à l'Assemblée nationale en France, les conseils d'État avaient présenté une étude sur les parquets européens qui était la vision d'un parquet européen intégré. Et puis, pour des raisons politiques, etc., la France changera d'avis et se mettra d'accord avec l'Allemagne pour un parquet, disons, européen décentralisé. Bien, au sein du Conseil se rencontrent ces différentes visions et donc les règlements qui auraient dû être adoptés par le Conseil à l'unanimité n'atteint pas l'unanimité. Mais les rédacteurs du traité s'attendaient déjà à ça, malheureusement. Et donc, ils ont prévu un deuxième paragraphe à l'article 86 dans lequel on dit « en absence d'une unanimité, le Conseil peut monter au Conseil européen, qui est le conseil où siègent les chefs d'État et de gouvernement, ce que désormais on appelle dans les jargons communautaires, the masters of the treaty, hein, the Herren of the Vertragen, et donc là où il y a les patrons, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Et finalement, la Commission a amené ces projets chez les patrons. Et les patrons ont discuté pendant 4 mois et puis on dit « Ah non, finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord. » Il y avait les scénarios C, c'est-à-dire A, c'est le règlement à l'unanimité, B, c'est ce qu'on appelle les freins d'émergence, donc monter chez les patrons pour savoir si eux, ils arrivent à se mettre d'accord, et si même eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors il y a la possibilité que 9, au moins 9 États membres se mettent d'accord avec eux pour faire ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire une mesure concordée entre ces 9 États membres, mais peuvent être beaucoup plus, minimum 9, pour avancer. Même si les autres, peu importe combien ils sont, pour l'instant hésitent. Donc c'est une sorte, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Schengen, quand on a fait l'espace de Schengen. Il y avait d'abord l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas qui étaient concernés. Voilà, c'est une avant-garde en quelque sorte en matière législative que les traités prévoient depuis Amsterdam. Bien, et donc finalement, il y a 9 États membres qui se proposent de créer EPO. Et comme ça, on arrive en 2013 et on lance cette coopération renforcée qui sera discutée pendant 4 ans. Vous vous imaginez? 4 ans de discussion et de négociation. Jusqu'en 2017, quand les statuts et le règlement de EPO est établi le 12 octobre 2017. Et en même temps, il avait été anticipé par l'autre, disons, pilier du parquet européen, dont je crois que Daniela vous a donné aussi les textes, on vous a envoyé les coordonnées, et qui est la directive sur la protection des intérêts financiers de l'Union, mieux connue cette fois-ci sous l'acronyme français de directive PIF, qui n'a rien à voir avec des enquêtes au PIF, au pifomètre, mais c'est l'acronyme de protection des intérêts financiers. Mais même dans le monde anglophone, et même au sein du EPO, c'est resté la directive PIF, puisqu'avant la directive PIF, il y avait eu une convention
PIF, qui était donc un acte de droit international. Bien, donc, je vous ai dit du problème de, de la notion de matière pénale. On arrive finalement en 2017, on accouche les bébés, on accouche EPPO, et personnellement, j'écrirai une préface à un volume du Hassel Institute en disant que tout cela, non, je l'ai écrit avant effectivement de l'approbation du règlement, mais que finalement les montagnes avaient accouché la petite sourire, et qu'on avait trahi l'esprit et la vision qu'avaient eu les chefs d'État à Laeken. Pourquoi 4 ans de négociations? Maintenant, je vais vous expliquer rapidement. Et je vais le faire arrivant finalement à la compétence de EPPO. On a parlé de beaucoup de choses, mais maintenant, on arrive à dire, qu'est-ce que c'est EPPO? EPPO, dit le paragraphe 2 de l'article 86, est l'organe suivant. Le parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les cas échéants en liaison avec Europol, c'est-à-dire l'organe de police, les auteurs et les complices d'infractions, je vous signale le mot infraction, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, virgule, tels TELS au masculin, tels que déterminés par les règlements prévus au paragraphe 1. Il, les parquets européens, exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions. Voilà. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que fait les parquets? Ils cherchent en Europe, ce n'est pas dit seulement dans un État membre, recherche et poursuivre et renvoie un jugement les malfaiteurs, ceux qui fraudent ou ceux qui font autre délit. Et puis, il les fait vis-à-vis des personnes qui sont accusées d'avoir commis des infractions aux intérêts financiers, et là, je cite à nouveau, aux intérêts financiers tels que déterminés, c'est au masculin, par les règlements. On pense que c'est les parquets européens. Les parquets européens exercent devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions. Donc, c'est les parquets qui, et là, c'est la dimension, si vous voulez, subsidiaire, décentralisée de la vision, de la vision européiste et intégraliste. Eh bien, du moment que le parquet européen a ramassé tous ces éléments, il a fait l'enquête, etc., il dit, voilà, là, j'ai une organisation criminelle qui opère à Marseille, à Milan et à Vienne. Eh bien, puisque les centres opérationnels, là où se sont déroulées la plupart des infractions, c'est en Italie, j'ai saisi la juridiction en Italie. Voilà ce qui est le système. Eh bien, quand on commence à la commission à établir ce règlement, puisque le même article 86 continue en disant les règlements visés au paragraphe 1 fixent les statuts du parquet, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
des procédures qui l'arrêtent. Donc, le parquet fait des actes, comme vous savez, il fait des perquisitions, il fait des descentes de lieux, il fait des écoutes vocales, il fait des gels de fonds, il peut séquestrer les passeports pour éviter que les gens s'enfuient, etc. Bien. Tous ces actes sont en principe soumis à un contrôle de la part d'une autorité juridictionnelle. Eh bien, les règlements du EPPO devaient décider les statuts, les conditions d'activité du parquet, mais aussi les règles applicables au contrôle juridictionnel. Bien. Alors, puisque ça, c'est le cadre de fond, alors, nous sommes entre linguistes et dans ces salles sinistres du Conseil européen, au juste Lipsius, dans les caveaux là, de ce bâtiment, on commence à discuter ce texte. Et il y a des gens qui lèvent la main et disent « Ah, non, non, mais ils n'appartiennent pas à la Commission, et c'est-à-dire donc à l'Union européenne, d'établir les infractions portant atteinte. » Non, non. L'article dit les infractions portant atteinte aux intérêts tels que déterminés. Ce qui doivent être déterminés, ce sont les intérêts financiers, puisque c'est conjugé au masculin, pas au féminin. En anglais, le mot infraction est utilisé, est traduit par offenses. Mais auparavant, dans la version anglaise, on parle de crimes. Et dans la version italienne, on parle de reati. Et comme ça, dans la version espagnole, dans la version portugaise. Mais pour vous dire à quel niveau on peut s'enquiquiner, il y avait des gens qui disaient, et qui ont par la suite eu raison, de considérer qu'il n'appartenait pas à l'Union européenne de fixer les crimes. Ce qu'en français on dit infraction. Pour ceux qui connaissent un peu le monde en France, il y a 3 types d'infractions. Il y a les infractions criminelles, qui sont les plus graves, qui sont sanctionnées par des crimes, les incriminations correctionnelles, qui sont celles qui comportent des délits, et puis il y a les infractions aux règles de la police qui donnent lieu à des contraventions. Bien, ici, on parle d'infraction, mais il est fort évident qu'on parle de crime, donc de comportements très graves à l'intérêt public et qui comportent des sanctions pénales. Mais puisque le sentiment souverainiste est à halte-là, l'Union européenne ne peut pas avoir une compétence pénale, alors on commence à dire « Ah non, mais les règlements EPPO ne comportent pas la possibilité de créer ou d'établir des dispositions qui fixent des crimes. » Et donc, à partir de cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait établir ces crimes, pas par les règlements EPPO, mais par cette fameuse directive PIF. Et la directive PIF est, comme toute directive, une mesure législative qui s'adresse aux États membres. Et ce sont eux qui doivent mettre en œuvre et donc transposer dans l'ordre juridique de chacun des États membres la directive, de sorte que les caractéristiques sont fixées au niveau européen, mais là, la règle, la disposition qui établit les crimes, elle, est nationale. Et pour vous donner l'impression, l'idée de ô combien ils ont été, les États membres, souciés de cela, que dans tous les règlements sur les parquets européens, quand on parle de la directive, on dit la directive numéro 1000, la PIF est la directive 2017-1371,
telle qu'elle est mise en œuvre, comme s'il n'y avait pas de directives qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Non, chaque fois, on répète la directive telle qu'elle est mise en œuvre par les États membres. Donc, les principes, la règle, les dogmes étaient les gouvernements, les États membres doivent rester the masters of the criminal law. C'est dans nos mains. Le deuxième pas était celui de, en quelque sorte, transférer tout cela au niveau national et passer de la vision top-down à la vision bottom-up. Et donc, quelle est maintenant la structure qui est établie de EPPO? EPPO a une chef, une dame roumaine qui s'appelle Laura Cochevi, qui a été élue sans polémique, mais avec une forte composition politique. Et puis, il y a un collège. Donc, on a créé la chef, et puis la chef préside un collège. Le collège est composé un représentant de tous les États membres qui font partie de la coopération renforcée. Actuellement, la coopération renforcée compte 22 États membres. Sur les 27, il n'y a pas, qui font partie donc de EPPO, il n'y a pas l'Hongrie, la Pologne, la Suède et le Danemark et l'Irlande, puisqu'ils se sont exclus de l'espace de liberté, sécurité et justice. Juste pour vous donner une idée, si je devrais être un juriste qui conseille une criminalité organisée, qui fait de la fraude au niveau européen, je leur suggérerais de s'établir en Hongrie, en Pologne, en Suède, là où les parquets européens ne peuvent pas opérer. Mais à partir de Stockholm, il n'y a pas de frontières. Tout le monde peut circuler, les camions peuvent aller. On peut créer ce qu'on appelle les fraudes carousel, c'est-à-dire on crée toute une série de boîtes ou de poupées russes dans les différents pays. On fait passer différents commandes de marchandises et à chaque passage, on évite la TVA. Donc, encore une fois, l'unité qui devait caractériser tout au début, et c'était signé par tous les États membres, y compris ceux de l'élargissement, les parquets, n'est plus là. Et on fait une coopération renforcée, bien sûr, à 22, mais qui n'est pas en toute l'Europe. Donc, une chef, un collège avec 22 procureurs européens. Madame Kovesci, la chef, a 2 adjoints qui ont été élus. Un est un procureur européen italien et l'autre est allemand. Au sein de EPPO, la chef, les procureurs adjoints, les 22 procureurs, il y a 15 chambres permanentes. C'est un peu la plaque de travail du EPPO. Dans chaque chambre, il y a 3 membres, un est un président qui est en principe un de 2 adjoints ou même le chef, et un membre un procureur européen d'un État membre. Et puis, il y a un directeur administratif. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les statuts de EPPO la dimension centrale. À l'article 8, on dit que le parquet européen est organisé à un double niveau, central et décentralisé. Je vous ai dit du niveau central qui se trouve à Luxembourg. Tout le monde pense que c'est associé à la Cour de justice puisque se trouve à côté de la Cour de justice. Et puisque tout le monde pense qu'effectivement, un parquet européen fait partie, en principe, au niveau national d'une cour d'appel, il fait partie de la Cour de justice. Pas du tout. Sachez que pendant longtemps, dans ces négociations, la Cour a été
carrément et volontairement tenus à l'écart. C'est uniquement grâce aussi à l'effort des sous-signés qui travaillaient au Parlement européen que finalement on a pu mettre un contrôle indirect de la Cour de justice dans les actions du parquet. Mais c'est arrivé plus ou moins vers la fin des négociations. Et encore aujourd'hui, quand je vous dirai, la Cour de justice finalement a des compétences importantes qui seront, d'après moi, décisives pour l'avenir de EPPO, mais finalement assez limitées, puisque, comme je vous ai dit, l'action pénale est exercée devant la juridiction nationale. Bon, les niveaux centraux, je reviendrai sur cette question. Les procureurs européens, c'est les niveaux décentralisés. Les procureurs européens délégués, ce qu'on appelle désormais, les procureurs européens délégués, sont les PED en français, sont des procureurs nationaux qui assument la charge d'être délégués par EPPO et qui donc, eux, exercent toutes les activités de EPPO. L'article 13 dit « Les procureurs européens délégués agissent au nom du parquet dans leur État membre respectif. Ils sont responsables des enquêtes et des poursuites, ainsi que de la mise en œuvre des affaires et disposent notamment de présenter notamment le pouvoir de présenter des arguments à l'audience. » Ce sont eux qui font tourner la boutique. Et les statuts disent qu'il devait y en avoir au moins 2 par État membre. Tout au début, il y en avait une quarantaine. Maintenant, ce sont 140. La France, tout au début, en avait nommé, comme les règlements le prévoyaient, 2. En Italie, ils en ont nommé 25. Une par chaque région, plus 2 à Milan et à Rome, puisque là, il y a beaucoup plus de trafic, donc il faut avoir au moins 2. Et puis, un 25e qui fait les chefs. En Allemagne, 11, chacun pour chaque land, et ainsi de suite. La France, finalement, s'est regardée un peu à droite à gauche et récemment a augmenté le nombre de ses procureurs européens délégués à 5. Eh bien, ces messieurs doivent être recrutés parmi les procureurs nationaux. Ce sont déjà des ministères publics qui sont choisis, qui ont été choisis parce qu'on lui dit « Ah, est-ce que tu veux devenir procureur européen ?» Et l'autre a dit « Oui, oui. Ah, qu'est-ce que je dois faire ?»« Ah ben, tu dois lutter contre les intérêts financiers, tu dois lire la directive PIF, et comment je suis traité. Ah ben, tu restes exactement dans la même situation, puisque, en principe, étant des organes nationaux, ils sont payés par les autorités nationales. Et la France dit « Ah, mais non, mais ça, c'est pas correct. Ils travaillent pour EPPO. Donc, je peux les payer, mais pas les cotisations patronales, puisque le patron est à Luxembourg. » Encore aujourd'hui, il n'est pas clair exactement de quelle façon ce monsieur ou ces dames sont rémunérés, mais certainement pas dans une manière égalitaire. Chaque juge à la Cour de justice et chaque commissaire à la commission reçoit les mêmes traitements. Ces gens-là sont délégués par EPPO, puisque c'est la lutte contre les intérêts financiers, contre les dommages aux intérêts financiers, mais chacun travaille et a ses cotisations sociales, sa caisse maladie dans chaque pays. C'est la décentralisation totale. Non seulement, mais avec la description que je vous ai faite, quelle est la vérité? Un peu dramatique. Et, encore une fois, je ne suis pas contraire à l'existence des pauvres, puisque
grâce à Dieu, il existe. Mais finalement, la chef, Madame Kovesci, ou de toute façon les chefs procureurs, n'a pas le droit de se présenter devant une juridiction nationale. Elle ne descend pas dans les lieux. Elle ne mène pas une enquête. Elle ne renvoie pas des gens devant la justice. Elle est totalement décousue du terrain, puisque ceux qui font tout, la recherche, la poursuite et les renvois, ce sont des procureurs européens délégués. Et, puisque je vous ai dit tout au début, l'article dit « il exerce devant les juridictions », pas du tout. C'est chaque procureur national qui exerce l'action pénale devant sa juridiction. Et donc, la réalité est que les crimes européens, c'est-à-dire il y a des gens qui cherchent à frauder les intérêts financiers de l'Union, mais on a 22 juridictions, autant que les États membres qui font partie de la coopération renforcée. Et on a autant de chevaliers blancs, de procureurs européens, que dans les États membres, bon, je vous ai dit 140, bien. Ça, c'est la réalité des choses. Et vous me demanderez, ah, mais ces pays, entre eux, ils se parlent donc. Et bien sûr qu'ils se parlent, puisque l'idée est qu'il s'agit de compétences transfrontières. Je passe un instant à la fameuse directive PIF, dans laquelle il y a la définition des crimes ou des infractions qui ont été mises en œuvre par les États membres, donc c'est de la compétence nationale. Donc, il y a la fraude qui porte atteinte aux dépenses qui ne sont pas liées à la passation des marchés publics, donc en général les fraudes aux droits des douanes. Puis il y a en matière de dépenses relatives aux marchés publics. Ça va devenir dans les prochaines semaines les sujets après la fraude à la TVA plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a le Next Generation EU. Il y a tous les programmes de versement de milliards d'euros qui a été lancé par Madame von der Leyen pour contrecarrer la crise de la pandémie, de la Covid et de la récession. Mon pays est parmi les pays qui va recevoir le plus grand nombre de fonds, en partie sous forme de j'arrête, en partie sous forme de prêts et en partie sous forme de donations. Mais c'est comme ça pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Allemagne, etc. Et tout cela se fait sur la base, par la suite, de programmes de mise en œuvre du Next Generation EU à niveau national. Chaque pays doit présenter des programmes pour recevoir à des échéances l'argent, puisque la Commission ne jette pas l'argent par la fenêtre. Il te le donne et puis il veut savoir comment tu l'utilises. Et pour l'utiliser, tu as besoin de faire des passations des marchés. Il faut sélectionner les entreprises qui peuvent améliorer la production, la lutte contre le réchauffement du climat, l'environnement, la justice, etc. Ça, on n'a pas une baguette magique. Il y a des sociétés qui font tout cela. Et donc, tout cela doit être contrôlé. Ce n'est pas qu'on peut permettre, à cause du fait qu'il faut dépenser l'argent, qu'il y ait des marchés publics truqués.
Et ça, c'est de l'argent européen. Et ça, c'est de la compétence de EPPO. Puis, il y a encore d'autres crimes ou d'autres infractions. Celle classique, celle aux ressources provenant de la TVA. Pardon, celle ne provenant pas de la TVA et celle finalement en matière de ressources propres provenant de la TVA. Et la directive PIF dit tout acte ou omission commis dans le cadre d'un système frauduleux transfrontière. C'est-à-dire donc que pour être du ressort du EPPO, les actions criminelles qui soient positives ou en omission doivent être transfrontières, puisque autrement, si c'est entre les États membres, c'est une fraude à la TVA nationale. Bien, donc, en principe, je peux vous dire que pour ce qui concerne les infractions à la TVA, les EPPO est compétent à partir d'infractions qui arrivent à un montant approximatif de 10 millions d'euros. EPPO ne s'occupe pas des bagatelles, comme on pourrait dire. Il faut déjà qu'il bouge avec une fraude de 2 millions d'euros. Ce n'est pas une petite chose. Et pourtant, on fait en sorte que cela est réglé au niveau de chaque État membre. Donc, je vous ai dit de la rémunération. Les procureurs européens délégués, encore aujourd'hui, vous pensez qu'ils travaillent à temps plein. Non, ils peuvent travailler dans leur pays d'origine à temps plein ou à temps partiel, ça dépend. Il peut y avoir un procureur européen délégué à Munich qui a peu de choses à faire et donc, entre-temps, il s'occupe aussi de la criminalité de la Bavière. Et quelqu'un d'autre qui, par contre, comme à Rome, il est au-dessus de la tête de fraude fiscale, et non, il doit travailler à temps plein. Ça dépend de la charge de travail. Mais je veux bien que ça dépende de la charge de travail. Mais ces personnes sont des personnes qui exercent une activité dans l'intérêt de l'Union européenne et du contribuable. Il y a des coûts opérationnels EPPO. EPPO doit la composition centrale, mis à part la chef et les procureurs européennes et l'organisation des chambres, a une chose comme 130 fonctionnaires, employés qui travaillent et a un budget qui était né assez maigre, aux alentours de 17 millions. Puis, quand on a commencé à dire « Ah, mais il faut quand même que les procureurs délégués européens puissent avoir une infrastructure, pouvoir travailler, recevoir de toute façon la possibilité d'utiliser des ressources. » Et donc, on a, du moment qu'ils sont passés à 140, on a augmenté les budgets de EPPO de 17 millions à 38 millions en 2021. J'arrive, puisque le temps passe, j'arrive maintenant à cette question qui est en guise d'ouverture au problème linguistique. Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Bien sûr qu'ils doivent se parler, autrement, on a fait tout ça pourquoi? On a déjà vu qu'il y avait Eurojust à La Haye, dans lequel il y a des magistrats qui aident, qui comme dit les traités, appuient et renforcent l'action au niveau de la coopération entre États. Mais est-ce que vous me dites, ah, finalement, les procureurs délégués européens à Milan, qui est en train de découvrir une organisation criminelle en montage
mafieux, camorristes, de toutes sortes, comme vous voulez, et qui a différentes sociétés à Hambourg, à Dijon, etc. Est-ce que c'est lui qui peut partir avec sa voiture et son carabiniere et commencer à descendre pour chercher dans les armoires de la société à Hambourg, à Dijon, etc. Eh bien, la réponse est non. La réponse est que ce messier doit écrire à son collègue concerné, délégué européen, pour lui dire « Ah, mon cher ou ma chère amie, je dois faire ceci, cela. Est-ce que tu peux le faire à ma place ?» Et l'autre lui doit répondre « Oui, je peux le faire. Mais si par hasard cette mesure en Allemagne exige une autorisation de la part d'un juge d'instruction, par exemple, cette personne doit chercher. Donc, il y a les procureurs délégués responsables de l'ouverture de l'enquête, et puis il y a ce qu'on appelle les procureurs délégués européens assistants, celui qui est dans un autre État ou dans plusieurs États. Et c'est un système un peu comme en Suisse. La différence est que la Suisse est un État fédéral, avec 4 langues officielles, qui travaillent totalement de façon coordonnée. Bon, nous avons pris un peu ce système, comme quoi, malgré l'idée originale était que le procureur européen fasse un peu comme aux États-Unis les descentes sur les lieux, non, c'est une coopération, ils doivent se parler entre eux. Mais donc, s'il y a une entrave, les procureurs délégués européens qui a l'autorité, qui a la responsabilité du dossier, est bloqué. Ou de toute façon, doit rester à l'attente de ce qui est fait par son collègue. Bien. Comment se parle et dans quelle langue au sein du parquet européen? Comme disent les juristes, in muros et intramuros, c'est-à-dire au sein du EPPO central à Luxembourg et entre eux. Eh bien, l'article 107 du règlement du EPPO parle du régime linguistique. Et il dit les collèges arrêtent à la majorité de 2/3 de ce membre, donc 2/3 sur 22, les régimes linguistiques internes du parquet européen. Les travaux de traduction requis pour les fonctionnements administratifs du parquet européen au niveau central sont effectués par les centres de traduction des organes de l'Union européenne qui se trouvent à Luxembourg, sauf si l'urgence de la question exige les recours à une autre solution. Les procureurs européens délégués arrêtent les modalités de traduction aux fins de la conduite des enquêtes conformément au droit national applicable. Bien. La décision numéro 2 du collège de EPPO la décision numéro 2 du 30 septembre 2020, numéro 2, dit la langue de travail pour les activités opérationnelles et administratives du parquet européen est l'anglais. Point 2, le français est utilisé avec l'anglais dans les relations avec la Cour de justice de l'Union européenne. Ce n'est pas une blague, hein, c'est écrit comme ça, je vous le lis textuellement. Donc, évidemment, la dimension française
n'a pas manqué de réagir à cette choix. Et dans un rapport de la Chambre de la Commission sur les affaires européennes de l'Assemblée nationale, ils ont dit que c'était bien grave, bien grave. C'était un peu, il y a un mot que je voudrais bien chercher, c'était assez effrayant, je pense, de constater que les parquets qui est à côté, ils pensent que c'est même au sein de la Cour de justice, alors que la Cour de justice a comme langue traditionnelle de travail les Français. Par contre, EPO a été la langue de travail anglais. Et dans cette résolution de la Chambre, de l'Assemblée nationale, on dit et pourtant, aucun des 22 États membres qui participent à cette coopération renforcée n'est anglophone. Les parquets européens étaient hébergés par les locaux de la Cour, ce qui n'est pas vrai, mais bon importe. La différence voilà, j'ai trouvé la parole. La différence de régime linguistique entre ces deux institutions est apparue d'autant plus criante. Et donc, il dit, ce choix de l'anglais réugira les tenants du pragmatisme linguistique, mais il s'agit d'un organe EPO comme Eurojust qui n'est pas formé, je cite, de personnalités de diplomates, mais de personnalités au profil technicien. Donc, la maîtrise de l'anglais est importante et nécessaire. Et d'ailleurs, tous les procureurs délégués européens doivent faire preuve d'une connaissance de l'anglais. Mais bon, donc, en termes pratiques, qu'est-ce qui se passe? Dans les réunions à Luxembourg, quand il y a les réunions de chambres permanentes qui font les monitorages de chaque enquête qui a été ouverte par les procureurs européens délégués, quand il y a la réunion du plénum avec tous les 22 procureurs, quand on se parle entre eux, quand on fait des projets de décision, etc. Tout cela se fait en anglais. Et se fait d'ailleurs, les réunions de chambre et du collège sont faites à huis clos, puisqu'il s'agit de matières pénales et fortement donc confidentielles. Les dialogues entre les procureurs européens délégués et la centrale se font dans un système linguistique mixte, en partie avec des sommaires en anglais qui sont établis par les procureurs délégués concernés. Faisons encore l'exemple du procureur de Madrid, par exemple. Et lui doit écrire à Luxembourg: « Ah, sachez, chers collègues, que j'ai finalement j'entends ouvrir une enquête puisque j'ai découvert ceci, cela. » Et il fait sa proposition, sa communication en anglais. Mais pour le reste, les braves ou la brave dame doivent travailler dans leur langue nationale, puisqu'à la fin, avec leur dossier, avec toutes les épreuves qu'ils ont recueillies un peu partout en Europe, ils doivent aller devant la juridiction nationale. Et chacun va devant la juridiction nationale dans la langue qui est celle de la juridiction nationale, en estonien, en français, en finlandais, etc. Il doit le faire. Mais si c'est de l'estonien, comment voulez-vous que tout cela soit compris
au niveau de la centrale et de la chambre qui doit occuper. Et donc, on doit faire, pour les dossiers volumineux, on dit une traduction qui est faite par les centres de traduction. Mais quand le procureur de Milan doit écrire à celui de la Finlande pour lui demander de faire aller voir pour faire une perquisition ou établir une écoute pour tenir sous contrôle certains appels de certains responsables d'une société commerciale qui font de la TVA, etc. Lui, il doit lui écrire en quelque sorte. Et il peut à ce moment-là, utiliser des traductions qui sont faites au niveau local par chaque procureur européen, qui ne doivent pas être des traductions assermentées, puisque le règlement dit qu'il n'y a pas besoin, s'agissant d'actes EPPO, pas des actes nationaux. Bien. Les règlements, ou plutôt une décision successive, prévoit que les coûts de toutes ces traductions qui sont faites dans les 22 États membres par les 140 procureurs européens délégués sont payés par la princesse, sont payés par Madame Kovesci, sont payés par les budgets de EPPO. Ça sera déjà une chose assez intéressante, puisque à un certain moment, puisqu'il s'agit d'agents du budget européen, il y aura quelqu'un qui contrôle comment ont été effectuées les dépenses. Est-ce qu'il y a eu un appel au marché? Est-ce qu'il y a eu une sélection? Et tout cela. Et quand vous avez des dossiers qui concernent une fraude de 150 millions d'euros de TVA, 150 millions sur les 140 milliards dont je vous ai parlé, et dans cette enquête de 140 millions, donc une petite chose, il y a 3000 pages de documents, de mails, de communication, de preuves, etc. Alors là, ce n'est pas une petite somme. Ce n'est pas la petite lettre qu'écrit le procureur délégué européen de Milan à son collègue finlandais. Et comment ça se passe, par contre, les dialogues entre les décisions du parquet européen, c'est-à-dire du procureur, avec les personnes concernées par les procédures pénales, les imputés, les suspects, les victimes, les témoins. Eh bien, tout cela se passe dans la langue nationale. Ah, comment dans la langue nationale? Eh bien, bien sûr, dans la langue nationale, c'est un parquet, c'est un procureur européen délégué. Lui, il agit dans le cadre national, puisque c'est comme ça qu'on l'a voulu. Et là, on arrive à un argument qui est certainement très sensible aux oreilles de mon gouvernement, à l'espèce ma femme, Daniela, et à l'article 41 du règlement, on parle de garantie procédurale des suspects, puisque, vous le savez mieux que moi, il y a en matière pénale un principe fondamental qui est celui de la présomption d'innocence jusqu'au moment où on est condamné par un tribunal indépendant. Bien, donc, pour cela, il y a des garanties procédurales, et on le sait, chacun de nous lit dans les journaux. On peut avoir un suspect, mais lui, il s'est présenté avec son avocat qui s'est fait défendre, que sais-je, droit de la défense, droits fondamentaux. Eh bien, l'article 41 dit que
tout suspect jouit au minimum des droits procéduraux prévus dans les droits de l'Union, y compris les droits des directives concernant les droits des suspects et personnes poursuivies, comme à les droits à l'interprétation et à la traduction prévus dans la directive 2010-64. Donc, malgré le fait que le règlement antérieur du Parquet européen, à l'article 2, régime linguistique, il dit que la communication avec les personnes concernées s'effectue dans la langue des règles nationales. Si nécessaire, la communication est accompagnée d'une traduction dans une langue comprise par les destinataires. Si le type est anglais et il est convoqué devant un juge belge, c'est inutile de lui communiquer en français, en allemand ou en flamand, mais il faut lui donner quelque chose en anglais. Alors là, on pourrait éventuellement penser, si nécessaire, de lui transmettre une traduction en anglais. Bon, et puis, il y a les relations entre les parquets. Et donc, on a vu qu'entre les différents procureurs européens délégués, ils doivent s'écrire, se parler, obtenir des documents, des preuves, etc. Et qu'ils le font en principe chacun dans sa langue. Et là, il y a une traduction qui est faite au niveau local et que, comme je vous ai dit, en principe devrait être couvert par les dépenses, par les budgets, pardon, de EPPO. Voilà ce qui devait être notre chevalier blanc, et je m'arrête là. Comment il se présente aujourd'hui à la veille de Noël 2021, avec des perspectives extraordinaires devant lui, c'est-à-dire mettre en œuvre cette lutte. Pardon, j'ai fait encore un pas en arrière. EPPO a conclu évidemment des accords de coopération avec OLAF, avec Eurojust, avec Europol et avec les parquets nationaux. Donc, il n'est pas tout seul dans la bataille, mais ces organes font des choses différentes. OLAF, qui est une direction générale de la Commission, fait des enquêtes administratives, mais à la fin de la journée, il ne fait que des recommandations. Il recommande à l'autorité de la Cour ou de la Commission, du Conseil, en disant vous savez, ce messier a utilisé des fonds de façon erronée. Et puis, il peut le communiquer aux autorités nationales. Mais ça s'arrête là. Les parquets européens, nous avons vu, a par contre non seulement un pouvoir d'enquête autonome avec des mesures, mais il a aussi finalement les devoirs d'agir, de porter l'action pénale devant les juges. C'est qu'ils n'ont pas non plus Europol et Eurojust. Donc, les défis, exactement comme il avait été vu en 2004, est celui d'aujourd'hui, avec l'aggravante qu'on est passé de 2 milliards de fraude TVA, seulement TVA, à 140 milliards d'euros qui sont soustraits au budget européen et qui pourraient être utilisés pour donner de l'argent aux émigrants qui meurent à la frontière de la Biélorussie, plutôt que de soutenir des politiques pour la lutte contre la pollution environnementale, etc., etc. 140 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme. Et on verra bien, certainement, l'année prochaine, puisque chaque année, la chef doit présenter son rapport au Parlement européen, puisque
finalement, business makes the world go round, combien d'argent EPPO a fait récupérer dans ses enquêtes au budget européen, combien il a coûté et combien d'argent est entré. Et si l'équation, le résultat est au bénéfice du budget, alors on continue. Si ce n'est pas au bénéfice du budget, alors on fera des modifications. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci. Mille merci et j'espère que votre voix n'a pas trop souffert. Je pense que nous avons eu... Oui, j'imagine. Nous avons eu un remarquable support, un survol historique tout d'abord. Et autrement, nous ne pouvons que vous remercier pour votre approche tout à fait didactique qui nous a véritablement fait comprendre toute la portée de ce nouvel organe. Et pour que vous puissiez peut-être entendre la voix de Daniela, je pense que Daniela va pouvoir simplement nous donner le point de vue de l'interprète familière de toutes les institutions, des institutions judiciaires européennes, et peut-être pourrait-elle compléter du point de vue de la perspective de l'interprète. Daniela, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci Christiane, merci aux participants à cette conférence. Très brièvement, il n'y a aucun doute que la création du parquet européen pourra avoir des effets très importants pour notre profession en tant qu'interprète, mais aussi pour les traducteurs, parce que vous avez entendu, il se peut que certains dossiers soient très importants et doivent être traduits vers une langue, pas partir d'une langue vers une autre, beaucoup vers l'anglais, parce il faudra communiquer au parquet au Luxembourg toute une série d'informations qu'on a retrouvées dans le pays où la procédure a eu lieu. Donc, on est en train d'imaginer chez nous, à Oulita, comment faire entendre notre voix au niveau du parquet européen en tant qu'interprète et traducteur qualifié et compétent. Parce qu'on est donc dans le secteur criminel, le droit pénal est fondamental, il y a les principes qu'il faut respecter. Il faut que ceux qui s'occupent de ça, et en particulier les interprètes et les traducteurs, aient conscience de l'éthique professionnelle, connaissent leur déontologie. Il y a un article de ces règlements qui prévoit que tous ceux qui sont concernés par les procédures du parquet européen respectent ce que sont les secrets professionnels, etc. Donc, il n'y a que les collègues compétents et qualifiés, donc qui ont étudié aussi la déontologie, qui puissent donner une garantie absolue de leur professionnalité, et donc les garanties relatives aux secrets professionnels, etc. Donc, ça va être très important pour nous et on est en train d'imaginer comment positionner les collègues qui sont membres de nos associations nationales en tant que futurs traducteurs, traductrices et interprètes dans les procédures pénales chez les différents parquets. Parce que, comme vient d'être dit, il y aura aussi des procédures, des auditions, des audiences dans nos pays. Et donc, il est certain que si la personne accusée est une étrangère, est une personne étrangère, les interprètes doivent être présentes. Et donc aussi, comment traiter dans les pays les interprètes devant les tribunaux nationaux. Vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, mais il est flagrant que chaque État membre a malheureusement ses règles en matière de
d'enregistrement des interprètes et des traducteurs juridiques et judiciaires. Il n'y a pas les mêmes règles quant à l'inscription en registre. D'ailleurs, tous les pays n'ont pas des registres des traducteurs et des interprètes juridico-judiciaires. Et donc, un des objectifs que l'ITA a depuis toujours, depuis sa création en 2009, est ce justement de trouver disons, des règles communes dans tous les États membres afin que tous les éventuels témoins, accusés, etc., soient traités, même du point de vue de la traduction qui vient leur offert et de l'interprétation, de la même manière. On a entendu que les règles nationales, qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, peuvent constituer un obstacle à la bonne application du droit relatif aux procédures pénales dont le parquet européen est le chef. Et ça, c'est très grave déjà, parce que ça veut dire que dans certains pays, la procédure est plus favorable ou moins favorable à la personne accusée que dans d'autres pays. Et la même chose, malheureusement, arrive quand il est question des interprètes et des traducteurs qui, dans certains pays, ne sont pas nécessairement qualifiés pour ces tâches. Donc ça, c'est un des objectifs fondamentaux de l'ITA pour les années prochaines, parce que évidemment, ça ne se fait pas en 24 heures. Et je tiens beaucoup à remercier Christiane et Lise pour le support et l'appui qu'elles m'ont toujours donné. Une dernière observation quant aux nouveautés juridictionnelles. Cette semaine, mardi dernier, la Cour de justice a prononcé un arrêt dans une affaire hongroise. Vous savez que la Cour de justice est compétente dans l'interprétation du droit de l'Union européenne et que disons, la coopération entre la Cour de justice et les juridictions nationales est fondamentale et se base sur la procédure du renvoi préjudiciel. Donc, il y a 3 ans, 2 ans et demi, un juge hongrois a renvoyé à la Cour un certain nombre de questions. Une d'entre elles concernait la directive 2010-64 et en particulier la qualité de l'interprétation. Le juge disait, dans le cas devant moi, j'ai eu un interprète ou des interprètes qui n'étaient pas en mesure de, est-ce que j'ai le pouvoir de les renvoyer, disons ainsi, de contester leur travail. Et la Cour a dit oui. Et je dis en 2 mots, les États membres doivent, dit la Cour, adopter des mesures concrètes en assurant que la personne poursuivie comprenne l'accusation. Donc, il faut que la qualité de l'interprétation soit suffisante. Malheureusement, ça, c'est les mots utilisés dans la directive. Et la question vous savez, la traduction en droit de le mot suffisant est très discrétionnaire, malheureusement, d'un pays à l'autre probablement. Et les États membres doivent créer des registres afin que les juges puissent vérifier la qualité de l'interprétation. Donc, et si cette vérification conclut au caractère inadéquat de la qualité, les directives 2010-64 et 2012-13 qui concernent l'accès à l'avocat s'opposent à ce que la procédure pénale soit poursuivie par défaut. Donc, le juge doit interrompre la procédure, suspendre la procédure jusqu'au moment où un interprète qualifié dont la qualité est suffisante dans son procédure puisse être appelé. Donc ça, c'est un arrêt que pourra vraiment nous aider à obtenir, on espère, auprès des gouvernements qui sont assez peu ouverts à l'idée que même non seulement les juges, non seulement les avocats, mais même les interprètes soient compétents quand ils arrivent devant
devant les tribunaux. Et donc, on espère que cet arrêt puisse nous donner un instrument en plus pour obtenir ce qu'il faut, c'est-à-dire ne pas accepter des interprètes et des traducteurs non compétents et par contre insister et améliorer et développer la formation et l'appel aux interprètes et aux traducteurs qui ont obtenu des qualifications et sur lesquelles on peut compter. Je crois que c'est l'essentiel que je voulais souligner. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup. Je pense qu'il est un peu trop tard pour avoir des questions et c'est pourquoi je voudrais, avant de conclure, remercier très chaleureusement Michel et Jeffrey pour l'interprétation. Cela a été extrêmement précieux car nous avons un public un public qui ne parle pas, dont tout le monde ne parle pas français. Donc, ça a été une très belle démonstration. Je remercie très chaleureusement le docteur Perillo pour cette présentation qui a été très didactique et qui nous ouvre des perspectives. Merci beaucoup à Daniela pour cet éclairage du point de vue des interprètes. Et pour finir sur une note positive, qui que vous soyez en tant qu'interprète et traducteur, je pense que vous avez conscience que ce nouvel organe peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, merci à tous. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les faire parvenir, nous transmettrons et vous recevrez, je pense, Véronica, la liste. Vous recevrez les questions ou peut-être des réponses. Nous allons mettre un lien sur notre blog qui fera une sorte de résumé de ce qui a été mentionné aujourd'hui pour que vous puissiez approfondir. Et je souhaite un bon dimanche à tout le monde. Pour ceux qui sont côté des Amériques, je pense que votre journée commence alors qu'en Europe, nous nous préparons à passer une bonne soirée. Je ne sais pas si nous avons des collègues qui sont en Asie, mais là, je pense qu'ils vont se coucher. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à notre prochaine conférence et nous sommes très heureux d'avoir un véritable petit club. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup.